est-ce qu'on peut encore sauver son couple quand on pense avoir déjà tout essayé? Est-ce que parfois, il vaudrait pas mieux lâcher prise plutôt que de tenir? Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière une phrase comme On reste ensemble pour les enfants? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme qui en a vu passer des silences tendus, des conflits larvés, des vérités qui font mal et parfois des retrouvailles bouleversantes. Elle s'appelle Aline Di Meglio et elle est médiatrice familiale et thérapeute de couple. Elle accompagne chaque jour des gens qui cherchent à comprendre, réparer ou même parfois se quitter avec un peu plus de tranquillité. Dans cet épisode, on a décidé d'aller vraiment au fond. Pas de discours aseptisés, pas de grandes théories. On parle des coulisses du couple en crise, de ce qui se dit dans les séances, mais aussi de ce qu'on n'ose jamais dire tout haut. On va parler de domination, de pouvoir, de gens qui manipulent, de silences qui font mal, mais aussi d'outils concrets de ce qu'on peut tester chez soi et des petits déclics qui changent tout. Et puis restez bien jusqu'au bout parce que j'ai posé quelques questions assez cash à Aline, du genre « tu t'es déjà dit je perds mon temps avec eux » ou « tu crois qu'il y a des gens qui devraient jamais être en couple » ou encore est-ce qu'il t'arrive de ramener les problèmes de couple des autres à la maison. Bref, un épisode authentique et qui montre la complexité du lien amoureux mais aussi sa beauté même dans les fissures. Bienvenue dans le labo des couples et bonne écoute. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour Aline. Bonjour Amélie. Comment vas-tu? Très bien. Alors, dis-nous, si par exemple je te croisais dans un dîner, qu'est-ce que tu réponds à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors, je fais d'abord, j'ai 3 enfants. D'accord. Donc, d'abord, je suis une maman. Oui. Je suis aussi une épouse. Oui. Et puis, je suis aussi médiateur, généraliste, familial, libéral et thérapeute de couple. D'accord. Tout ça. Super. C'est une grosse charge. C'est un métier passionnant. Tout se complète? Oui, tout se complète bien. Oui. D'accord. Oui, Et tout se comment complète. tu en es arrivée là? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vers la médiation et la thérapie de couple? Alors, c'est un parcours qui a pris un certain temps, puisque c'est pas les métiers de relations tels que la médiation, on n'y vient pas en première intention quand on a 20 ans. Donc, j'ai d'abord eu une carrière professionnelle dans un autre domaine, mais dans le domaine de la communication quand même, en entreprise. D'accord. Et puis, à la quarantaine, j'ai eu envie de basculer vers quelque chose qui me tenait plus à cœur, qui était les relations familiales, l'équilibre dans la famille, les conflits dans la famille, les séparations. Donc je me suis formée à la médiation familiale. D'accord. Et puis finalement, la médiation familiale m'a aussi amenée à la thérapie de couple. D'accord. Il y a quelques années. D'accord. C'était un désir d'aider les autres et d'aider les couples en particulier. Oui, parce que je trouve qu'on croit beaucoup au mythe fondateur du coup de foudre, du papillon dans le ventre et du prince charmant. Oui. Mais la réalité est tout autre. Et on a souvent besoin d'aide dans un parcours de vie, et notamment les couples et les familles. Eh bien oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, petite question tout de suite qui me vient comme ça. Quelle idée reçue t'agace le plus quand on parle de la médiation familiale? Alors souvent c'est oh là là, mais vous devez avoir un travail fou. Ah oui, c'est pas bête, j'y aurais pas pensé en effet. Voilà. Et alors, est-ce que c'est vrai? Alors oui, comme dans tous les métiers, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas appel non plus
Un professionnel pour être accompagné dans toutes les difficultés des vies de famille, donc quand même. D'accord. Et puis la deuxième remarque, souvent, c'est oh là là, mais vous faites un travail qui doit être extrêmement difficile, voir des gens qui se disputent à longueur de journée ou chez qui ça se passe mal. En gros, est-ce que ça vous mine pas un peu le moral? Oui, déprimé en fait. C'est ça. Oui. Et alors, du coup, est-ce que c'est Non, vrai? non, Non. non, non. On arrive à faire la part des choses. Oui, oui, et surtout on se dit, je suis justement là pour pouvoir accompagner ces personnes-là, et je fais de mon mieux. D'accord. Bon, bah c'est bien. Oui. Est-ce qu'il y a un couple que tu n'oublieras jamais, ou en tout cas qui t'aurait plus marqué que les autres? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Alors peut-être un ou deux exemples. Oui, un ou deux exemples des couples où il y a un grand déséquilibre dans la relation. D'accord. Un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre. Donc, D'accord. Oui, ça Ok. c'est assez marquant. Ça c'est assez marquant puisque Oui. la situation est complexe, Oui. du coup j'imagine. Oui, D'accord. oui. Ok. Oui. Oui, tu voulais dire Oui, autre non, chose? non, je pensais à une autre famille qui arrivait très, très tendue, ils étaient vraiment pas sur la même longueur d'onde, séparés depuis longtemps, avec beaucoup d'incompréhension. D'accord. Et ils ont quand même fait un vrai travail, et ils ont pu ensuite reprendre des relations beaucoup plus apaisées et beaucoup plus sereines en tant que parents séparés. D'accord. Et franchement, je m'y attendais pas forcément. Voilà. D'accord. Alors ça veut dire, si je comprends bien, que tu suis des couples, mais là en l'occurrence dans ce cas précis, c'était des parents séparés Oui, qui oui. consultaient quand même ensemble. Oui. Afin de quoi? Afin d'avoir une parentalité plus équilibrée. D'accord. En fait, ils étaient en résidence classique avec les enfants qui habitent avec la maman. D'accord. Et le papa qui les voyait un week-end sur 2. D'accord. Ça se passait de façon très compliquée, très tendue. Oui. Et voilà, et à la fin, ça s'est beaucoup détendu, et ça a apporté beaucoup d'apaisement dans cette famille. D'accord. Donc le couple ne s'est pas remis ensemble. Ah non, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. D'accord. Non, C'est non, intéressant parce que j'avais pas conscience qu'en effet les couples, ou en tout cas les ex, pouvaient également consulter ensemble Oui. pour le bien-être Oui, des enfants. oui, oui. En tout cas, oui, ok. Alors, du coup, on va approfondir un petit peu le sujet. Est-ce qu'il y a parfois un coupable évident dans un couple? Et si oui, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Déjà, réponds à la première question. Alors déjà, je sursaute sur le mot coupable. Coupable, Parce que chez ok. moi, il n'y a pas de Ça coupable. te plaît pas? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Dans un couple, on est deux. Oui, Voilà. Donc si on est deux adultes, oui, eh ben, on est chacun responsable d'une part de la relation. Voilà. C'est Donc il sûr. n'y a pas de coupable. ok. Il y a une relation qui fonctionne mal, il y a une relation qui n'est pas équilibrée, il y a des manques, mais il y a des responsabilités partagées, obligatoirement. Obligatoirement. Oui. Ok. Oui. D'accord. Et un couple qui ne s'entend pas, ou qui a vraiment des difficultés dans la relation, peut tout à fait ne pas avoir ça avec un autre partenaire. Oui, C'est aussi l'alchimie des deux personnes qui peut provoquer des choses. oui. D'accord. Donc, tu veux dire que certaines personnes ont un certain comportement parce qu'ils sont en couple avec quelqu'un? Une personne, Oui, voilà. qui elle-même a un comportement qui fait que l'autre réagit comme ça. D'accord. Donc, c'est vrai que si on échangeait de couple, Oui, peut-être que les comportements seraient absolument complètement différents. voilà. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de coupable. Est-ce que parfois tu t'es retrouvé dans des situations où il y en avait un qui vraiment n'y mettait pas du sien et qui ne faisait pas avancer les choses? oui. C'est dans ce sens-là quand je disais coupable. Est-ce que vraiment des fois tu vois qu'il y en a un qui n'y met pas du sien dans la relation et que c'est évident? Oui, ça arrive. Ça arrive avec des personnes qui pensent que elles ont raison, et que de toute façon, elles ne changeront pas. Des obstinés. Voilà. Donc c'est à l'autre de s'adapter. L'autre ne fait pas ce qu'il voudrait qu'il fasse ou qu'elle fasse. Oui. Donc ça ne va pas. Oui. Et ça ne va pas parce que l'autre refuse de faire ce que lui veut qu'elle fasse. D'accord. Du coup, la solution dans ce cas-là, qu'est-ce que tu préconises? Et la solution, elle est compliquée. Hein. On ne change pas les gens. Donc si on ne les change pas, et soit ils veulent changer, mais bon, ça peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas... Oui, comme on ne change pas les gens, au final, C'est ça. peut-être que le couple n'a pas lieu d'être quand
c'est dans une situation Ouais. telle que celle-ci? Ouais. Ok. Quand tu entends une phrase du genre on reste ensemble pour les enfants, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Là, je me dis que c'est triste. C'est triste. Je me dis que c'est triste parce que ça veut dire qu'on met de côté une part de soi pour que les enfants n'aient pas à vivre une séparation. Alors, c'est vrai que vivre une séparation pour des enfants, c'est douloureux, c'est compliqué, et on a envie de les épargner de ça, bien évidemment. On est d'accord. Mais néanmoins, vivre avec un papa ou une maman qui n'est pas épanoui dans son couple, qui est triste, et qui met toute cette part de sa personnalité de côté, je trouve qu'on a une époque où il n'y a plus vraiment de raison de s'infliger ça. Surtout que, oui, souvent c'est même les deux en fait qui se perdent dans cette Souvent, relation. c'est les deux, pour que finalement les enfants, quand ils auront 15 ans, disent à leurs parents, mais en fait, vous auriez dû le faire depuis longtemps. Bien souvent les enfants voient les choses et Ah, mais on n'a pas conscience qu'ils les voient. ils sont les premiers spectateurs de Ouais. tout, C'est sûr. quand c'est bien et quand c'est pas bien. Et toi, il t'est déjà arrivé de te retrouver face à des couples où tu te disais, il ferait mieux de se séparer, clairement. Tu le penses quand tu penses ce genre de choses, puisque j'imagine que tu dois le penser parfois, tu le dis ou tu leur fais comprendre ou tu ne dis rien, tu Alors, fais quoi? je ne dis rien. En fait, Tu ne dis mon rien. rôle, c'est pas de dire ce que je ressens ou ce que je pense. Mon rôle, c'est de leur permettre, par un travail de questionnement, un travail de réflexion, un travail d'expression de leurs besoins, que eux-mêmes se disent, finalement, c'est ça qui va me convenir, ou c'est ça que je veux faire, ou c'est cette décision que je dois prendre. Moi, je les mets en capacité de prendre des décisions, en fait. Alors, oui, par mes questions, par mes interventions, ou par les jeux que je peux proposer, D'accord. je vais les aider. Mais à aucun moment, je leur dis, écoutez, alors là, franchement, avec ce que je vois aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'espoir. D'accord, alors peut-être pas dit comme ça, mais est-ce que parfois il serait pas simplement plus facile de leur dire, bon, est-ce que vraiment vous souhaitez continuer ensemble ou peut-être que vous seriez plus heureux chacun de votre côté, ou je sais pas, une formule intelligente qui leur suggérerait de se séparer tout simplement. Quand la chose est flagrante, que même l'entourage le voit. Alors, je me méfie beaucoup, beaucoup de l'entourage. Oui, non, mais je veux dire, même si tu prêtes pas attention à l'entourage, mais parfois les choses sont flagrantes et on ne comprend pas pourquoi deux personnes sont ensemble. Oui, mais c'est leur décision. Je ne décide pas à leur place. Oui, mais du coup, il n'y a aucun moment où tu peux suggérer ou laisser entendre que peut-être c'est pas la solution d'être ensemble. Non, Non. De cette façon-là, non. D'accord. Par contre, je peux dire, voilà, quels sont aujourd'hui les éléments qui vous font penser que il y a encore un chemin, que la relation vous apporte suffisamment pour qu'elle soit pérenne, que vous avez envie de rester dans cette relation-là en y ajoutant des choses ou en prenant davantage soin. Voilà, mais je vais les interroger sur ce que eux pensent et perçoivent. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il t'arrive de te retrouver face à des couples qui, enfin en tout cas pour qui pensent eux que de toute façon leur couple est perdu et que ton intervention est leur dernière chance, qui ne s'entendent pas du tout et que tu réussis à, entre guillemets, peut-être remettre sur les rails et que c'est reparti pour quelques années. Alors, j'ai pas de baguette magique non Bien plus. sûr. Hein. Non, voilà, mais c'est important aussi, parce que je pense que parfois les couples qui vont voir un thérapeute de couple, bien sûr, ils ont beaucoup d'espoir, et c'est normal, et ils ont raison d'avoir beaucoup d'espoir. Néanmoins, on travaille avec qui ils sont et la façon dont ils fonctionnent. Après, on peut mettre en évidence des dysfonctionnements et les aider à pouvoir rétablir quelque chose de plus positif, mais ça viendra d'eux aussi. D'accord. D'accord. Mais oui, il arrive que je rencontre des couples qui viennent en me disant, oui, effectivement, là, on a essayé pas mal de choses, et bon, voilà, là, on vient vous voir, mais on n'est pas sûr que ça suffise. D'accord. Et finalement, la suite de l'histoire... Et finalement, la suite de l'histoire, pas toujours, Pas toujours. mais certaines fois, la suite de l'histoire est positive.
quand on arrive à identifier où sont les manques en fait, où sont les difficultés, et que chacun a envie de prendre sa part de responsabilité dans la relation, n'attend pas que l'autre fasse tout, parce que ça ne marche pas, mais que chacun en fait partage le constat, partage les causes de ce constat-là, et soit d'accord pour se mettre au travail pour faire des choses différentes. En systémie, on dit que plus de la même chose produit la même chose. D'accord. C'est-à-dire que si on continue à fonctionner de la même façon au sein d'une famille ou au sein d'un système, il n'y a pas de raison que ça produise un résultat différent. Ben oui, c'est logique. Voilà. Donc si on veut que ça change, il faut qu'on change quelque chose dans notre façon de faire. Et si les deux sont d'accord pour ça, c'est un grand pas. D'accord. Et donc ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Super. Comment tu fais pour garder ta neutralité, si je peux utiliser ce terme, quand tu tombes face à quelqu'un qui est dégradant envers l'autre, qui rabaisse l'autre, qui se place en tant que peut-être bourreau. Comment tu fais pour le lui faire comprendre à cette personne-là, en tout cas, que ça peut pas fonctionner, et du coup, sans dire vous faites n'importe quoi. Comment tu fais pour dire En fait, je pose le cadre. D'accord. C'est-à-dire qu'en début de travail, je pose les règles de fonctionnement de ce travail-là. D'accord. Donc avec le respect, la bienveillance, on ne s'insulte pas, on ne se coupe pas la parole, il n'y a pas de violence physique. Bien sûr. Encore plus, bien évidemment. Oui. Mais voilà, on va travailler de cette façon-là. Alors, dans ton cabinet, d'accord. Mais on peut imaginer que si cette personne est comme ça dans ton cabinet, dans la vie privée, c'est la même chose. Comment tu fais pour lui dire que cette personne ne peut pas se comporter comme ça dans la vie quotidienne, en fait? Je leur demande souvent s'ils parlent comme ça à leur patron ou leurs collègues ou leur boulangère. D'accord. Généralement, ils me disent « non, madame, non. D'accord. Je suis quelqu'un de bien élevé, je ne parle pas comme ça aux autres. » Pourquoi vous parlez comme ça dans votre famille, en fait? Ça fait réagir. Oui, ça fait réagir, oui. D'accord. Ouais. Quelles sont les 3 questions, enfin en tout cas les 3 raisons les plus récurrentes à la consultation d'un thérapeute de couple? Alors, il y a la première, la plus évidente, et je vais démarrer par celle-là, qui est l'infidélité. Ok. Voilà. C'est à celle souvent qu'on pense en premier. D'accord. Donc l'un des deux est infidèle. Oui. Ils ont quand même envie de se rabibocher. Il y a eu des infidélités, elles ont été connues. D'accord. Et pour autant, le couple est resté ensemble, mais pour autant c'est difficile. C'est une épreuve qui est difficile à surmonter. D'accord. Ils ont choisi de rester ensemble, mais ils n'arrivent pas à avancer finalement. Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est la plus évidente, mais il n'y a pas que celle-là en fait. Ok. Il y a aussi toutes les épreuves de la vie qui sont la maladie, le deuil, les problèmes de travail ou le chômage, la famille, les enfants. En fait, il y a une multitude de raisons, mais c'est souvent autour de ces choses-là. Souvent, quand il y a eu une épreuve, quand il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné, et qui a été dur à surmonter. D'accord. Ça peut être par exemple pour l'un des deux le deuil d'un parent. Ah oui. Qui impacte, qui met dans une sorte de dépression un peu goût à rien, plus envie. Et l'autre, dans le couple, il se sent un peu tout seul. Il comprend au début, puis si ça s'éternise, il comprend un petit peu moins, et puis il est un peu plus insistant, et puis ça peut être compliqué. D'accord. Et puis plus le temps passe et plus l'autre se dit que c'est du passé, mais finalement, la personne concernée est restée dans ce mal-être et n'en sort pas. Oui. Ouais, c'est compliqué ça. Oui. Est-ce que tu dirais que les couples se disputent plus pour ce qu'ils se disent de méchants peut-être, ou plus pour ce qu'ils se disent pas, pour ce qu'ils taisent? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que quand s'ils parlent trop ou pas bien, ça blesse. Et ça, on l'a entendu et on le garde en tête et on peut le réactiver aussi souvent que l'on veut. Et parfois, on est un peu doué pour ça. Et puis, on peut aussi souffrir de ce qu'on n'entend pas. Souffrir des mots qu'on n'entend pas. Et on aimerait bien entendre des choses, des mots d'amour, des mots gentils, des mots de réconfort ou des paroles qui rassurent. Et ça vient pas. Ou peut-être même simplement
ce que l'autre pense, même si c'est pas positif, Oui. finalement. Oui. Puisque quand on pense quelque chose de négatif, si on le dit pas, on règle pas le problème. Non, Enfin, non. au final, il faut discuter. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est le ciment d'un couple, c'est ça, tu me confirmes? C'est indispensable. C'est indispensable pour une bonne raison. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. On imagine que l'autre pense ça, mais on l'imagine et on n'en sait rien. Oui. Et souvent, on se trompe. On n'a aucune certitude et oui. Voilà. Mm. Et ça, c'est aussi un des problèmes dans les couples, c'est que ah mais je vais pas faire ça, je sais bien qu'il aime pas ou qu'elle aime pas. Bah, vous lui avez posé la question? Non mais je sais bien. Ouais. Posez la question quand même. Et on a des réponses très surprenantes. Et dans ce cas, il pose la question dans ton cabinet? Ouais. Oui. Ouais. Et donc les réponses sont pas forcément Non. cohérentes avec Non. ce que l'autre pensait. Non. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a pas posé la question se faisait une mauvaise idée, Oui. ou parce qu'elle n'avait pas compris, ou parce que l'autre avait évolué et que la réponse n'était plus correcte, mais l'avait peut-être été à un moment donné. Non, parce que la personne n'avait pas imaginé la bonne réponse, Tout simplement. tout simplement. Et souvent parce qu'elle l'imagine avec son propre prisme à elle, sa propre vision des choses. Et on est un couple, mais on est deux individus différents. Et dans la représentation des couples, dans la théorie, dans la littérature sur les couples, il y a le couple avec les deux individus à l'intérieur, mais il y a également les deux individus en dehors du couple. Bien sûr. Dans un couple, il y a trois entités. Il y en a un, il y en a deux, et le couple. Oui. Voilà. Et on n'est pas que couple. On est aussi deux entités différentes. Et on n'est pas des siamois, on n'est pas des jumeaux. On n'a pas un seul cerveau. Oui. Voilà. Oui, c'est pas évident. Et alors justement, si tu devais partager un seul outil pour apprendre à mieux se parler à deux, lequel ce serait? Moi, je conseille quelque chose qui est très simple, qui est très connu, qui est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un psy américain. C'est un petit bouquin tout simple qui existe depuis très très longtemps, Ouais. et qui énonce les 5 langages de l'amour dans un couple qui peuvent être utilisés. D'accord. Donc il y a les paroles d'amour, il y a les cadeaux, il y a le toucher, les moments de qualité qu'on peut partager avec l'autre et les services qu'on peut se rendre. D'accord. Et quand on pense langage de l'amour, on pense souvent, mais oui, je t'aime, mon petit cœur, mon chéri. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Et puis tout le monde n'est pas sensible à ça. Oui, c'est vrai. Parfois, juste dire, tiens, je t'ai préparé ton café, bonne journée à ce soir, eh ben, ça peut être... Ça vaut tous les je t'aime. Ça peut valoir tous les je t'aime. C'est vrai. Ou ça peut être juste, quand on voit un visage un peu fermé le soir, prendre dans les bras, juste serrer gentiment, quelque chose de très tendre, de très doux, de très réconfortant et de très rassurant. Quand on a une journée compliquée, difficile et qu'on n'est pas bien dans son job en ce moment, ça peut faire beaucoup de choses. Complètement. Et en fait, on ne connaît pas toujours quel est le langage de l'amour préféré de l'autre. D'accord. Donc il faudrait simplement lui poser la question finalement. Donc il faudrait simplement lui poser la question. Et c'est un petit exercice que je fais faire aux personnes qui viennent chez moi, c'est de dire, voilà, travaillez chacun de votre côté en disant, voilà, c'est quoi votre langage de l'amour à vous? Et qu'est-ce que vous imaginez qu'est le langage de l'amour de l'autre? D'accord. Des fois il y a des surprises, des fois pas. Mais des D'accord. fois il y a des surprises. D'accord. Et puis c'est là aussi où on peut voir que entre quelqu'un qui a beaucoup besoin de mots et quelqu'un qui a besoin beaucoup de services, Eh bien oui. et le chemin peut être long. Eh bien oui, Si on se trompe. Parce que naturellement, on a toujours un peu tendance à faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Oui, c'est humain. Voilà. Donc celui qui aime les mots d'amour, il va souvent abreuver son partenaire de mots d'amour aussi. Et il attend la même chose en retour. Oui. Si l'autre est dans le toucher ou dans les cadeaux, Ouais. ah bah oui, tu m'as offert un bouquet de fleurs. Bah oui, mais moi j'attendais juste que tu me dises que tu m'aimes. Eh oui. Eh, il faut bien connaître l'autre. Hein. Il faut bien se connaître. Et connaître ses besoins à lui ou à elle. Oui. Et aller chercher, aller découvrir. Oui. Et alors justement, tu parlais de petits jeux que tu mets en place. Qu'est-ce que tu utilises comme support pour justement apporter peut-être des solutions au couple? Donc tu utilises des jeux, tu disais, tu utilises autre chose? Alors, j'utilise aussi des roues des émotions. D'accord.
C'est-à-dire, la roue de l'émotion, il y a toutes les émotions qui sont nommées, avec des subdivisions sur des ressentis, sur des choses assez fines. Oui. Et pour des personnes qui ont du mal avec les émotions, je leur demande d'utiliser la roue pour identifier ce qu'ils ressentent, quand ils D'accord. ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes spontanément. D'accord. Donc ça peut être bien. Et puis il y a aussi le jeu du miroir, c'est-à-dire on inverse les rôles. Ok. Et oui, ça c'est très courant. Et ça, c'est intéressant. Ça c'est oui. Et oui, complètement. Et alors l'exercice du on n'utilise pas le tu, on utilise le je. Oui. C'est aussi quelque chose de. Ah, on n'utilise que le je. On n'utilise que Oui, le je. oui, on parle pour soi, on parle de sa place. Je pense ça, je ressens ça, je voudrais ça. Parce que le tu, Oui, du verbe ça tuer. accuse. Voilà, c'est tu dis ça, tu fais ça. Ouais. Et ça tue. Ça agresse. En fait, l'autre se sent agressé. Complètement. Et j'utilise aussi la communication non violente. Alors, déjà dans le titre, c'est un peu incohérent, communication non violente, mais c'est plutôt communication positive. C'est-à-dire D'accord. qu'on va partir d'un constat. Je vois que, alors je sais pas, je vois que tes affaires de sport n'ont pas été rangées après la séance. C'est bien, c'est valable pour les deux. Comme ça, je prends pas de, je ne stigmatise personne. Tes affaires de sport ne sont pas rangées. Je les ai vues ce soir en rentrant et je me suis dit, tiens, les affaires sont encore là, alors qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. J'aurais aimé et j'aimerais que la prochaine fois, les affaires de sport puissent être rangées quand tu reviens du sport. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse travailler là-dessus? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la vie quotidienne, se parler comme ça, c'est pas évident, puisque on est tous lassés de ce genre de petites choses que fait l'autre, qu'on a déjà répété 50 fois, et que au bout d'un moment, on n'a plus cette patience et cette comment je vais dire, je sais même pas quel mot utiliser, mais cette patience pour dire les choses de cette façon. C'est très difficile. C'est là où intervient le fait de ne pas traiter les choses à chaud. Oui. Parce que si on garde le même exemple, le sac de sport est dans l'entrée, et là on va exploser. Oui. Ça va être non mais c'est pas vrai, il est encore là, je te l'avais dit, et ça dégénère. Et oui, et ça on avait évoqué cette hypothèse de remettre à plus tard une discussion qui peut attendre, déjà dans un ancien podcast avec Sarah, si vous pouvez l'écouter, si tu peux l'écouter peut-être. Et c'est vrai que Sarah suggérait, donc elle, alors de par sa religion, en tout cas de par son éducation que lui a transmise ses parents, de pas forcément entrer dans le vif du sujet tout de suite. Non. D'attendre, de respirer et de revenir quelques heures ou quelques jours plus tard, si le sujet n'est pas urgent. Oui. En tout cas. Oui. Donc on y revient du coup. On y revient à un moment plus adapté, où on sera moins dans l'émotionnel pur, et on pourra parler tranquillement. Moi, j'invite souvent les couples à se donner un rendez-vous mensuel. D'accord. La date qui leur convient, alors, pendant un week-end ou quand ils veulent, en fait, d'accord. Un moment qui leur convient, où ils vont prendre le temps de faire un petit bilan, un petit point du mois, d'accord. Voir ce qui a été, ce qui s'est bien passé, ce qui était super, ce qui était sympa. Notre dîner l'autre jour, c'était vraiment, on a passé une super soirée, c'était bien. Et puis parler de ce qui a moins bien été, ce qu'on a moins bien vécu. D'accord. En fait, l'autre jour, tu vois, je suis rentrée, j'en pouvais plus. J'ai vu ton sac de sport, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Oui. Voilà. Mais pris à froid plusieurs jours plus tard, ça n'a pas le même impact. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est pas toujours évident. Ouais, mais c'est une petite discipline qui vaut le coup. Et ça évite de pourrir une soirée en plus. Oui, une soirée ou plus même. Voilà, et là je viens sur un autre terrain qui est de faire attention au quotidien et de ne pas abîmer le quotidien plus qu'il ne l'est déjà avec des vies pro bien remplies, des enfants, une vie sociale, du sport, de la vie associative. On a du temps pour beaucoup de choses. Mais quel est le temps que l'on consacre à son couple? Eh oui. Tu constates que les couples ne consacrent que très peu de temps à leur couple. Ah, j'en ai découvert un qui n'en avait pas du tout. Ah.
Eh ben, comment ils font? Et ben ils allaient pas bien. Ah bah oui, Mais c'est je leur ai ça. dit, mais en fait, vous me dites que vous avez des problèmes de couple. Alors j'ai une bonne nouvelle. Bah, c'est que vous n'avez plus de couple, donc vous ne pouvez pas avoir de problème de couple. D'accord. Bon, c'est un peu violent, des fois je ne le dis Oui. pas comme ça non Ah, plus. donc forcément, c'est ce que j'allais dire. Des fois, tu quoi? Ça dépend, voilà, il faut voir avec qui on l'est et comment on le dit. Oui. Mais et j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte, en fait, que ce couple-là euh, avait très 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 peu de temps en commun. D'accord. Ils n'avaient pas de vie de couple Non, finalement. non, du tout. Du tout. Complètement noyé, aspiré, dévoré par tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour trouver du temps? Comment ils se sont organisés par la suite? Bah, de la même façon qu'ils trouvent du temps pour aller faire du sport, pour aller faire les courses, pour aller regarder une série. Ils l'ont noté dans Mais l'agenda il faut et... le choisir. En fait, il faut le choisir. Oui, c'est Et en sûr. fait, mettre son couple en priorité, c'est une décision, c'est un choix. C'est pas, voilà, enfin, le côté éphémère des débuts, ce qu'on appelle un peu la lune de miel, et c'est une merveilleuse période, c'est Oui. très chouette, c'est beau. On n'a aucun effort à faire, ça marche tout seul, et je le vois, et elle me voit, et on se comprend tout de suite, et bon, Oui, ça dure un certain temps. oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, il vient le temps de la réalité, les choses redescendent un petit peu. Et puis là, ben, c'est moins automatique, c'est moins facile. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent se greffer sur ça. Et si on n'y prend pas garde, ben, en fait, on va se laisser un petit peu dévorer par tout le reste. Oui, Et quitte à se perdre aussi. oui, complètement. Donc c'est un vrai travail de tous les jours. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Ouais. Mais j'entends d'ici les gens répondre oui, mais mettre son couple en priorité, c'est bien, mais quand on a des enfants, c'est pas facile. Et c'est même parfois, pour certains, en tout cas, à les entendre parler, impossible. Non, c'est les enfants d'abord et on n'a pas de temps pour nous. Et là, je leur réponds, les enfants d'abord, d'accord, mais si les enfants n'ont plus de parents qui sont heureux ensemble, où est l'intérêt de l'enfant? L'intérêt de l'enfant, il est d'avoir des parents qui sont bien ensemble et qui vivent bien ensemble et qui s'aiment. Ça, ce sera des parents qui pourront leur transmettre beaucoup de choses. C'est sûr. Mais mettre les... C'est parfois ce que j'appelle un peu mettre les enfants en bouclier. C'est-à-dire, il faut qu'on s'occupe des enfants, on n'a pas de temps pour nous. C'est l'excuse. Attention. Attention, alors moi je dis tout le temps, quand on veut, on peut. Hein. Oui, quand on veut, on peut. Et voilà, c'est une question de volonté. Où est-ce qu'on met toute sa richesse, en fait? Complètement. Et il y a aussi des couples qui ne ressentent pas le besoin de passer ces moments-là ensemble, qui se sentent bien en famille, qui ne vivent jamais un instant sans les enfants. Et est-ce que tu rencontres des couples comme ça pour qui tout va bien? Ben non, je les vois pas. Si tout va bien, je les vois pas. Oui. Ils viennent pas me voir. C'est sûr. Mais tu en connais peut-être. Par contre, je vois aussi des couples qui vont pas bien, qui viennent me voir, mais qui vivent comme ça. Et qui me disent, en fait, parce que c'est l'une de mes questions, votre dernier temps à deux, c'était quand? Et quand je les vois se concentrer profondément, chercher, et chercher encore. et qui cherchent encore, et qui me disent, bah, écoutez, là... Il y a 10 ans. Ça m'est arrivé. C'est vrai, oh là là. Et en fait, ben oui. Tu vois jamais, du coup, des couples qui vont bien, mais qui auraient d'autres problèmes. Alors, j'ai pas d'idée comme ça, mais non, ça t'arrive pas des gens qui se disent, bah, alors nous on va bien ensemble, mais par contre on n'arrive pas à résoudre ça, non? Bah, des couples qui s'aiment et qui ont des problèmes, oui, mais ça c'est... Okay. Les couples que je rencontre qui viennent me voir, ils s'aiment. Ils s'aiment. S'ils s'aimaient plus, la question serait résolue depuis longtemps. Okay. S'ils viennent, c'est qu'ils ont quand même l'intention et ils sentent l'importance des sentiments et qu'ils voudraient bien que ça soit mieux. D'accord. Donc tu veux dire qu'un couple qui se sépare, s'il passe pas par un cabinet de thérapeute, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Si les deux sont d'accord, si les deux se disent, bon, effectivement, là, on voit pas bien ce qu'on fait ensemble, on est colocataires, peut-être d'ailleurs qu'on se dispute pas, qu'on s'en veut pas, mais voilà, il y a plus rien. Si les deux sont d'accord pour faire ce constat-là, bah, en fait, il y a pas de problème. Forcément. Voilà. Okay. S'il y a un déséquilibre, s'il y en a un qui se sent pas bien et qui commence à être plus attiré par l'extérieur ou
ou à demander des choses qu'ils ne demandaient pas avant et puis que ça fonctionne pas. C'est là où c'est compliqué. C'est quand il y a un déséquilibre, toujours. En fait, tant qu'il y a un équilibre, et l'exemple des enfants, c'est ça, un couple qui ne fonctionnerait que en famille, tant que les deux sont bien dans ce fonctionnement-là, il Tout n'y a va bien. aucun problème. Ouais. Ok. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Tant que les deux sont OK, bah, c'est très bien. Oui, bien sûr. S'il y en a un qui a une envie de vie de couple intense, originale, et l'autre qui, en contraire, est extrêmement très très famille et les enfants toujours avec nous, c'est là où ça va plus. Ben oui, forcément. Et du coup, est-ce que tu es déjà tombé sur des couples qui, peut-être l'un d'eux n'était pas venu de gaieté de cœur, aurait été un peu traîné par l'autre dans ton cabinet, et du coup, n'était pas volontaire pour discuter, pour avancer. Ça t'est déjà arrivé? Pas trop. Pas trop. Pas trop, non. Et puis comme je m'assure que les deux sont bien présents, participants, volontaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier échange, tu prends la température? Souvent, je fais des entretiens individuels avant la première réunion du couple ensemble. D'accord. Pas toujours, pas systématiquement, mais en tout cas, à un moment donné, j'aurai un entretien individuel. D'accord. Oui. Ok. Pour voir si une thérapie de couple est intelligente ou... Oui, pour voir aussi quelles sont les envies ou les besoins profonds de la personne. Parce que quand on est à deux, on répond pas forcément de la même façon. Oui. Donc, oui, j'aime bien aussi donner aussi ce lieu d'expression individuelle à chacun. D'accord. Et donc, toi, ensuite, une fois que tu as les deux versions séparées, ton objectif, c'est d'amener l'autre, enfin, si on prend la version de l'un, ton objectif, c'est d'amener l'autre à comprendre la version que tu as eue. Oui, c'est de les amener tous les deux à comprendre. À se comprendre, finalement. À se comprendre, arriver à s'exprimer l'un devant l'autre et arriver à comprendre ce dont l'autre a besoin aussi. D'accord. D'accord. En parlant de besoin, je me demandais si tu abordes la sexualité dans ton cabinet avec les couples ou si tu laisses ça aux sexologues. Alors, je laisse la partie organique. D'accord. C'est-à-dire que je ne m'occupe absolument pas de difficultés physiologiques, anatomiques qui ne sont pas du tout de mon ressort et pour lesquelles je ne peux bien sûr absolument rien, puisque je ne suis pas médecin. Ok. Voilà. En revanche, la partie affective de la sexualité, bien sûr, je l'aborde. D'accord. Oui. À ton sens, est-ce que le sexe est important pour vivre une relation saine? Alors, ça dépend des couples. D'accord. Si en fait, il faut qu'il y ait une entente dans le couple sur la façon dont ils vont vivre cette sexualité. D'accord. Qu'elle soit, réduite ou très intense. Très active, ok. Il faut que les deux soient ok. C'est dans la sexualité comme dans le reste, c'est le déséquilibre qui provoque le problème. Oui. Tout est une question d'entente. Tout est une question d'entente et d'équilibre. S'ils sont plus tous les deux, c'est très bien. S'ils sont moins tous les deux, c'est très bien aussi. Par contre, s'il y a un plus et un moins, ça va être compliqué. Oui, alors dans ce cas, quand tu as un déséquilibre sexuel, en tout cas de désir sexuel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de les amener à trouver une solution ou est-ce que tu diriges vers un sexologue? Je ne me rends pas bien compte de ton rôle jusqu'où il va en fait. En fait, il va En fait, moi je le relie, la sexualité, je la relie à l'ensemble de la relation. D'accord. Parce que c'est un indicateur parmi d'autres. D'accord. Et souvent, quand cet indicateur-là fonctionne, ça laisse quand même présager qu'il y a des choses à faire pour que le couple aille mieux. Tant que cette dimension-là n'est pas touchée, c'est plutôt bon signe. D'accord. Quand elle est complètement détériorée, c'est plus compliqué. Ça veut dire que les besoins de chacun sont très différents, que les attentes aussi, et ça va demander plus de travail. Pour autant, ça peut se rééquilibrer aussi. Hein. Oui. Mais ça va être plus difficile. D'accord. Et ça, tu peux t'en charger à ce niveau-là? Oui. D'accord. Brièvement, sans donner tous tes tuyaux, qu'est-ce que tu conseilles à un couple qui a un gros déséquilibre sexuel? Je leur conseille déjà d'arriver à s'exprimer. Oui. Pourquoi? Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Est-ce que dès qu'ils se sont rencontrés, il y avait ce déséquilibre-là ou pas? D'accord. S'il n'y avait pas de déséquilibre, ce qui est souvent le cas, ou en tout cas un tout petit déséquilibre, comment ça a évolué au fil des années? Comment ça a évolué avec les enfants? Ça joue aussi. Et après les enfants. D'accord. Et qu'est-ce que ça provoque dans leur relation? Est-ce que ça a un gros impact ou pas? D'accord. Et en fonction des réponses, on voit un petit On peu évolue. comment Ok. on peut faire. D'accord. Mais ce que j'aime bien leur dire, c'est que, en fait, une belle nuit ne se prépare pas 10 minutes avant, mais une belle nuit, ça se prépare dès le matin. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est Et vrai. que si, dès qu'on se lève, on ne se dit pas bonjour, il n'y a pas d'échange de tendresse, de petits bisous, de petits signes, de petits quelque chose. Si on se lève chacun de son côté, qu'on déjeune, un qui déjeune, l'autre qui prépare les enfants, un qui emmène les enfants, l'autre qui s'en va, et que toute la journée se passe comme ça, et que le soir on rentre, chacun avec sa journée de travail, les enfants à préparer, et qu'à la fin il est 21h, et qu'il y en a un des deux qui se tourne vers l'autre en disant « Bon, Bah moi je vais me coucher. tu viens, on monte ?» Malheureusement, c'est la Voilà. triste réalité Voilà. pour beaucoup de foyers Voilà, finalement. voilà, c'est ça. Voilà. Donc C'est en vrai. fait, tout ça se prépare et c'est prendre soin du couple. Moi, je reviens vraiment sur cet aspect-là. Un couple, on en prend soin. Donc oui, on a des petits gestes le matin, des attentions. Oui, on se dit au revoir avant de se quitter pour chacun faire sa journée. Oui, on peut s'envoyer des petits messages. Et des Bien petits sûr. messages qui peuvent dire tiens, j'ai vu quelque chose, ça m'a plu, ça m'a fait penser à toi, ou juste un petit bisou, ou un petit sexto, ça existe aussi. Oui. Et ça peut être très sympa. Oui. Et ça va venir nourrir, en fait, l'idée de la relation, ça peut venir nourrir l'idée du désir aussi. Ça peut donner envie de se retrouver ce soir. C'est ce que j'allais dire. Ben oui. Personne n'est indifférent à ça, en fait. Hein, et recevoir quelque chose qui est évocateur, alors dans le registre qui convient, hein, il n'y a pas de censure là-dessus. Il y a beaucoup de liberté, il peut y avoir beaucoup de liberté dans le couple. Bien sûr. Donc ça peut être très doux, très tendre, ça peut être torride, mais voilà, ça dépend du répertoire de chaque couple. Mais c'est comme ça qu'on prépare une belle nuit ou une belle matinée ou le moment qui conviendra à chacun. Mais c'est sûr que si la journée a été vide de toute manifestation d'affection, de tout lien, de toute relation affectueuse, le soir, il ne faut pas trop s'attendre non plus à ce que ce soit extraordinaire. C'est sûr. Le soir ou le matin, comme tu disais. Le soir ou le matin. Est-ce qu'il y a des choses que les couples pensent bien faire, mais qui en fait est absolument complètement destructeur pour eux? Ce qui est destructeur, c'est souvent de penser à la place de l'autre. Franchement. Imaginer que l'autre pense ça, oui. Et donc agir en conséquence. Agir en conséquence, pas questionner, pas demander, agir comme ça parce qu'on pense que l'autre va penser ça. Croire sans savoir finalement. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, question un petit peu plus personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre, est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un couple te fasse douter de ta propre vie de couple? Alors, douter, non. Oui, mais réfléchir peut-être. Réfléchir, je dirais pas réfléchir, mais je trouve que certaines réactions de certains couples sont parfois enrichissantes. D'accord. Parfois, comme dans toute nature humaine, il y a des façons de réagir qui peuvent être différentes. Et parfois, dans des couples qui expriment des choses ou des ressentis, il m'est arrivé de me dire « Ah oui, mais ça, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant ce qu'il ou elle dit. C'est une belle vision. C'est une belle vision, ou en tout cas, tiens, c'est pas mal. » Ok. Donc oui, c'est... Tu t'inspires parfois de ce que tu entends. J'écoute ce qu'ils disent et c'est souvent, enfin c'est presque toujours d'ailleurs très intéressant. Et des fois ça peut faire écho à des choses que j'ai vécues ou que je connais et c'est intéressant bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots, des phrases que tu pourrais entendre et qui te font immédiatement tilter? Je te donne un exemple du style je suis comme ça et je changerai jamais. Oui, ça c'est oui. Ça te hérisse le poil ou non, enfin je me dis je vois pas comment on va avancer. Ouais, ok. Tu te Parce que ça demandes ferme. pourquoi ils sont là finalement. Oui.
oui. Il t'est déjà arrivé d'avoir des couples qui ne discutaient pas du tout dans ton cabinet? Ah oui. Et ben, comment tu fais en fait? Parce que thérapie de couple, tu veux quand même discuter. Oui, oui. Est-ce que tu en avais, ou peut-être soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux, qui refusaient de dialoguer? Tu en as eu des couples comme ça? Non, refuser, non. Parfois avoir un peu de mal à s'exprimer. Ou être Un monsieur réticent ou tellement en colère qu'il Non, n'arrivait pas non, vis-à-vis de l'autre? non, non, plutôt parfois c'est un peu plus des hommes qui ont plus de mal à exprimer ce qu'ils ressentent. D'accord. Pas de réticence. Non, non, D'accord. non, mais de toute façon je questionne suffisamment pour que de toute façon on puisse arriver à quelque chose. Et vraiment quelqu'un qui serait totalement mutique, je pourrais pas travailler avec parce que C'est évident. voilà, ça C'est n'irait évident. pas. Mais sinon, dans les phrases qui me hérissent, il y en a quand même une. C'était un monsieur qui l'a dit un jour, et on était en plein dialogue, et la dame voulait s'exprimer, et il lui a dit « Tais-toi, je parle ». Ouf, on sent l'autorité. Et ouais, je sais pas si c'est de l'autorité, mais en tout cas, c'était et là, c'est non, ça c'est pas possible. Et alors, tu interviens quand c'est Oui, comme oui, ça? je reprends. D'accord. Tu dis quoi, subtilement? Je dis, bah écoutez, là, non, chacun va parler l'un après l'autre, mais on n'a pas d'ordre à donner de cette façon-là, enfin, pas dans ce cadre-là. Est-ce que ça traduit un trait de caractère évident? Ça traduisait une habitude, en tout cas. D'accord. Manifestement, la personne était assez coutumière de ça. D'accord. Tais-toi, je parle, ça lui paraissait normal, quoi. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, rabaissait son conjoint constamment, d'après toi. Enfin, en tout cas, au quotidien. Apparemment de façon assez régulière, en tout cas dans cette façon-là, oui. Ça, c'est triste. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu affaire à... Alors là, je vais dire des hommes, un ou des hommes peut-être, qui... Parce que c'est ce que moi j'ai pu constater, en tout cas autour de moi, qui te diraient oui, mais elle me pousse à bout aussi. Ça arrive fréquemment. Ça t'est arrivé? Pas trop. Pas trop. Pas trop, non. Alors parce que c'est pas vrai, parce que les hommes ne constatent pas qu'ils sont poussés à bout par... Alors là, on va parler de couples hétéros. Oui, oui. Mais peut-être même que c'est aussi chez les couples homos que l'un pousse l'autre à bout. Tu constates pas trop ça je dans l'ai pas les couples? trop eu, non. D'accord. Non, je l'ai pas trop eu. C'est rassurant. Oui, oui, oui. C'est Et de rassurant. toute façon, si vraiment il y a des violences physiques... Alors, sans parler de violence physique, oui. là, j'étais pas du tout sur la violence physique. Oui. Mais peut-être dans l'attitude au quotidien. Alors, je vais pas dire dans le harcèlement non plus, mais je sais pas moi, des habitudes qui seraient pénibles pour l'autre. Je sais pas, que l'autre ne fasse pas du tout attention à sa façon de vivre et ne se soucie pas si ça dérange l'autre. Des choses comme ça qui finissent mis bout à bout par pousser l'autre à bout et se dire mais en fait je n'en peux plus. Oui, oui. Ça, non, c'est pas fréquent. Pas très souvent, non, ça m'est pas arrivé souvent. Ok. Non. D'accord, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu penses que certaines personnes restent en couple simplement pour pas finir seules? Je l'ai pas trop eu non plus, ce cas de figure. Donc ils restent ensemble pour les enfants. Oui. Mais il n'y a pas trop de cas de figure dans lesquels les couples n'ont pas envie d'être seuls, n'ont pas peut-être à l'approche de l'âge mature. Oui, oui, oui. J'ai eu une fois un monsieur effectivement qui était assez âgé. C'était même pas dans le cadre d'une thérapie de couple en plus, que ça n'avait pas été aussi loin. D'accord. Mais oui, il y avait quand même un côté je veux pas me séparer parce que je veux pas vivre seule. Et puis il y avait des questions financières aussi, patrimoniales derrière aussi, tout ça. Donc, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Ça arrive, mais c'est pas la majorité. D'accord. Ouais. Et de personnes qui amèneraient son conjoint ou sa conjointe juste pour qu'ils s'entendent dire qu'il ou elle a raison. Tu sais, un couple qui ne s'entend pas sur peut-être un sujet en particulier ou plusieurs sujets en particulier et dont l'un n'a qu'une envie, c'est que le thérapeute dise
elle a raison ou il a raison. D'ailleurs, je dis elle, mais attention, pas du tout. Il sera déçu parce qu'en fait, on ne dit jamais ça. Mm. On ne dit jamais ça. On n'est vraiment pas là pour ça, en fait. Alors oui, peut-être pas clairement, mais dans l'échange et dans la discussion, Oui. faire comprendre à l'autre que son idée était la bonne ou que sa façon de faire est la meilleure, ce genre de choses. Ça peut arriver sur des petites choses, mais pas de façon très régulière. Les non. gens ne viennent pas pour avoir Non. ton approbation. Non, non. Enfin, en tout cas, pour S'ils dire peuvent, aux s'ils autres... peuvent la trouver, s'ils peuvent rebondir sur quelque chose que je dis et puis dire ah bah tu vois, je t'avais dit que ce serait bien qu'on fasse ça et tu veux pas. Oui, ça peut arriver par exemple. Ok. Mais Mais c'est pas l'une des raisons pour non, laquelle non. les couples... Bon, Non, tant non. mieux, ça aussi. Ce sera assez malsain, finalement. Ah oui. C'est quoi le truc le plus horrible qu'un partenaire ait dit à l'autre en pleine séance devant toi? Est-ce que tu as déjà entendu Le des tais-toi, choses? franchement, il m'a marqué. Le quand tais-toi, même, il t'a marqué? Ah oui, tais-toi, je parle, j'avoue quand même. Ça que... doit surprendre. Oui, et puis c'est très blessant et très violent. Enfin, il y avait beaucoup de dimensions qui m'ont vraiment fait vraiment sursauter. Des choses horribles. Alors, c'est pas forcément les mots en eux-mêmes qui sont horribles, mais c'est ce qu'on en déduit, ou c'est ce qu'on en suppose quand il y a par exemple une sorte de constat que finalement la relation elle n'a jamais été aussi bien qu'on aurait voulu ou qu'on l'aurait imaginé. Ouais, Ça peut faire mal quand même. Hein. c'est sûr. Ça peut faire mal. Est-ce que tu sens si les gens mentent, alors à toi ou à l'autre, ou manipulent peut-être? Sûrement. Bon, je pense que parfois je me rends compte et parfois je ne me rends pas compte. D'accord. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas. En fait, moi, j'observe beaucoup la réaction de l'autre. Donc, si c'est un énorme mensonge, l'autre va réagir. Oui, Donc, ça me donne aussi une indication. d'accord. C'est rassurant quand tu vois que l'autre réagit et se rend compte que le premier mentait. Ah Pour bah toi, oui, en tout cas, je me dis, bon, il n'est pas dupe. il n'est pas dupe, ou en tout cas, pour lui, c'est pas vrai ce qui est dit. Moi, j'ai pas à savoir si c'est vrai ou pas, en fait. En tout cas, pour l'autre, c'est pas vrai. Et alors, dans ce moment-là, est-ce que tu peux réagir sur la réaction de celui Oui, qui a compris? bien sûr. D'accord. Oui. Tu fais comment? Dire, voilà, monsieur ou madame, je vois que vous manifestez le fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce que monsieur ou D'accord. madame dit. Pourquoi vous réagissez de cette façon-là? Qu'est-ce qui... Voilà. D'accord. Et là, donc, dans ce cas-là, le deuxième va me dire, non mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Il ou elle raconte ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Ou, oui. D'accord. Tu as déjà eu en face de toi un ou une, hein, je fais bien attention parce que je veux surtout pas m'attirer les foudres de qui que ce soit, mais un ou une manipulateur ou manipulatrice, c'était flagrant dans la façon d'être, dans la façon Parfois, de s'exprimer. Oui, parfois. Et c'est malsain quand même, un manipulateur dans Oui, le couple. oui. Est-ce que tu réagis en ce sens? Est-ce que tu essayes de, alors subtilement ou pas, je ne sais pas, faire comprendre que c'est de la manipulation et que ça ne se fait pas? Faire comprendre que je le vois, en tout cas. D'accord. Oui. Ok. Oui. D'accord. Donc ça fait réagir forcément. Oui, aussi. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te raconter une histoire en se positionnant à la place de la victime, alors que tu avais parfaitement compris, ou en tout cas au cours de l'histoire, tu comprends que finalement c'était lui ou elle le bourreau de l'histoire? En fait, j'observe la façon dont les choses sont relatées et de toute façon, les responsabilités sont partagées. Donc, il n'y a jamais un bourreau et une victime. Ça peut aussi tourner, ce qu'on appelle aussi dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire il y a le bourreau, la victime et le sauveur. D'accord. Dans le couple, il n'y a pas forcément le sauveur, mais parfois ils peuvent jouer aussi les trois rôles. D'accord. Ils sont alternativement le bourreau, la victime et le sauveur. Ok. D'accord. Il peut y avoir tout en fait. Ils peuvent être à un moment victimes et parfois bourreaux. Ça... D'accord. Du coup, tu les dissuades de jouer à ce jeu-là ou... Ah bah ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah oui. Mais il y a des couples qui fonctionnent comme ça, au quotidien, tout le temps, et pour qui ça... Alors,
Tu vas me répondre que s'ils sont devant toi, c'est que ça ne doit pas fonctionner Oui, si bien aussi, que ça. aussi. Mais tu vois chez certains couples que le fonctionnement est celui-ci. Oui, Tu vois, d'accord. oui. Ok. Et je regarde si ça pose un problème ou pas à l'autre, en fait. C'est toujours ça, en fait. Ouais. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais ça peut ne pas poser de problème à l'autre. Oui. Tout est une question d'acceptation, on y revient. D'acceptation et puis, puis de culture, de milieu familial, d'habitude de vie. Ok, alors, dans mes épisodes, j'aime proposer à mon invité un petit jeu. Alors, c'est jamais le même, ça dépend du domaine d'activité de l'invité en question. Je te propose un petit tu préfères. Le principe est simple. Je te pose une question qui commence par tu préfères et tu me réponds. Donc 2 possibilités à chaque fois. Tu préfères un couple qui se hurle dessus ou un couple qui ne lâche pas un mot? Alors, comme j'ai les oreilles un peu sensibles, le couple qui se hurle dessus, je vais avoir du mal à tenir la distance. Et ça m'est arrivé, hein. Oui. Vraiment des couples qui sont vraiment dans les cris, dans les hurlements. Et au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, là, moi, je vais pas pouvoir. Alors, je fais parfois des accompagnements à distance, en visio. D'accord. Et j'ai vraiment un souvenir particulièrement présent c'était un monsieur, en l'occurrence, qui n'était pas content du tout et qui hurlait dans son micro, dans son écran. D'accord. Et je lui dis, je peux plus, en fait. Là, je vais atteindre mes limites Ouais. personnelles. Voilà, c'est plus possible. D'accord. Donc oui, le trop bruyant me dérangera plus que le taiseux. Alors le taiseux, il va me demander du travail. Ben oui, mais parce que c'est moins facile du coup, voilà, puisqu'il c'est moins s'exprime facile. pas. Voilà, mais je vais y arriver. C'est plus simple pour toi en tout cas. Voilà, ça touchera moins un sens qui est un peu sensible chez moi, qui est l'ouïe. Qui est Louis. Alors, tu préfères gérer 2 ex qui se détestent ou 2 parents qui se contredisent tout le temps? Alors en fait là, c'est vraiment égalité, quoi. Les deux sont terribles. Ouais. Les deux sont terribles. Il n'y en a pas un plus facile que l'autre? Non, il n'y a pas un plus facile que d'autres. Non, vraiment, c'est pénible dans les 2 cas. Ouais, surtout, ouais. Ok. Tu préfères une séance où on pleure ou une séance où l'on rit? Alors parfois, j'ai pas à avoir le choix parce qu'on peut avoir les deux dans la même séance. Ouais, d'accord. Et moi, j'aime bien manier l'humour aussi. Tu fais un peu de thérapie par le rire? Alors par le rire, non. D'accord. Non. Mais avec de l'humour pour parfois soulager la tension. Voilà, pour dédramatiser un peu les choses. Alors, D'accord. à doser avec précaution, à manipuler avec délicatesse. Tout le monde n'est pas accessible à l'humour. Oui. Ça dépend des moments. Il y a des moments où ce serait catastrophique. Oui. Mais de temps en temps, instiller un petit peu d'humour, un petit sourire, un petit quelque chose qui détend un peu, Ça fait du bien. ça crée aussi une relation plus complice et c'est intéressant de mon point de vue. D'accord. Tu préfères un entretien court mais explosif ou long et mitigé? Combien de temps dure une séance, tiens, puisqu'on en Alors, est là? oui, une séance, ça peut durer 2 heures. D'accord, jusqu'à 2 heures? Oui, Ça veut dire que quand tu reçois un couple, tu bloques automatiquement oui. 2 Moi, heures? je bloque 2 heures. D'accord. Et on fait entre 1 heure et demie et 2 heures. Ok. Mais j'avoue qu'1 heure et demie, c'est parfois un peu juste. En fait, il y a un temps de mise en route. Il y a un temps c'est un peu comme un vieux moteur. D'accord. Donc, il y a un temps d'échauffement. Oui. Et puis, il y a un temps où, finalement, au bout d'un certain temps, on peut aller plus loin. Mais moi, les séances en 3/4 d'heure, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Et du coup, quand un couple vient dans ton cabinet, en moyenne, on va parler, parce que chaque couple est différent, combien de séances il lui faut? Combien de séances tu les vois? À peu près. Une large moyenne. 3 séances, 15 séances? Ah non, 15, pas du tout. D'accord. Non, 15, pas du tout. 5, 6. 5 ou 6? Oui, Ok. oui, oui. 5 ou 6 Oui. fois 2 heures, du coup? Oui, Ok. oui, oui. Oui, parce que il faut se mettre en action. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent, qui changent. Et s'il se passe rien, Oui. bien souvent, je donne je donne un peu des devoirs, Ouais. des devoirs à faire de temps en temps. D'accord. Et
j'ai déjà eu un couple auquel j'avais dit, voilà, ce serait bien de pouvoir essayer de faire ça. Première fois, ils reviennent, bah non, on n'a pas eu le temps. Bon, ok, ça peut arriver. Deuxième fois, bah non, on n'a pas eu le temps non plus. Et là, je commence à me dire, bon, Oui. Quand soit on on veut, veut, on peut. voilà, soit on veut que ça bouge, soit on veut pas que ça bouge. Et dans ces cas-là, il faut qu'on soit au clair avec ça. Ok. Donc non, je suis pas. C'est pas comme une thérapie individuelle où on va aller chercher des causes profondes dans l'histoire familiale, dans l'enfance, dans les thérapies de couple, ça va pas être ça. D'accord. Donc moi, je travaille plutôt sur une thérapie brève, centrée sur les solutions, Ok. où on va pouvoir mettre en place des choses assez rapidement et D'accord. voir quels effets ça provoque, et pour pouvoir ensuite que le couple reprenne son chemin. D'accord. Donc en maximum 6 séances. C'est pas un maximum, Non, mais voilà. en moyenne. Voilà. Et, Ok. si je vois que de toute façon on est bloqué, généralement le couple le sent aussi, Oui. on s'arrête. Ok. Voilà. Ok. Tu préfères... Alors, donc, on va revenir sur la Oui, alors question. court explosif ou long et mitigé. mitigé. Le long et mitigé va me fatiguer un peu. Oui. Est-ce que c'est plus facile, en fait, un entretien court mais explosif? Au moins, ça a explosé, tout est dit. Mais il sera Est-ce pas qu'on court. avance plus vite? Il sera pas court. Il en sera fait. pas court. Ouais. L'explosif peut faire gagner du temps. Oui, ça va, on va Voilà. plus vite dans le vif du sujet. Voilà, c'est Ok. ça. Voilà. Ok. J'ai un couple l'autre jour qui est venu me voir, qui se plaignait de quelque chose. Et en fait, ils l'ont fait devant moi. C'est-à-dire que dans la discussion, ils n'ont pas été d'accord sur quelque chose. Ça a commencé à monter. Il y en a un qui s'est bloqué. Et je leur ai dit, en fait, merci, parce que là, vous venez de me montrer comment vous fonctionnez. Oui. Quand je suis pas là aussi. D'accord. Et du coup, on a pu travailler sur ce qui s'était passé. C'était très intéressant. Ok, donc finalement, quand c'est explosif, c'est parfois plus... Bon, on peut aller plus directement. bénéfique. Voilà, c'est ça. Ok. Ça. Oui. Ensuite, tu préfères un couple qui a trop lu de livres de développement personnel ou un couple qui pense que les émotions, c'est pour les faibles? Alors ça c'est assez amusant, parce qu'il m'arrive d'avoir des couples qui sont justement les deux. C'est-à-dire que il y en a un qui dit les émotions, moi je suis bien avec mes émotions, sous-entendu je ne sais pas ce que c'est, mais je fais sans. Ouais. Et l'autre qui, lui, a lu tous les bouquins de développement personnel et qui est au taquet. D'où le problème. Oui, forcément. Voilà. Ça arrive. Hein. D'accord. Ça arrive. Et donc Ouais. tu préfères quoi? J'ai pas de préférence, mais les deux sont compliqués. Trop lire de livres, si y en a un qui devient maîtresse d'école de l'autre pour le dire tu devrais faire comme ça, regarde c'est marqué là, ça marchera pas. Comme pour tout d'ailleurs. Comme pour tout. Comme pour tous Comme les pour sujets. tout. Et quelqu'un qui serait, de toute façon, moi, les émotions, c'est pas pour moi. Moi, je vais très bien. Je vais très bien comme je suis, et j'ai besoin de rien d'autre. Si on est face à quelqu'un qui est en manque d'émotions, en manque de sensibilité, ça va être compliqué aussi. Ouais. Ok. Tu préfères un couple qui arrive avec un PowerPoint de ses problèmes, tout préparé, ou sans même se souvenir pourquoi il a pris rendez-vous? Alors, je préfère qu'ils ne se souviennent pas pourquoi ils ont pris rendez-vous, parce que ça, je vais le savoir assez rapidement par moi-même. Par contre, le couple qui arrive avec le PowerPoint de ses problèmes, C'est pas bon signe. ça veut dire qu'on va être peut-être avec quelqu'un qui va être hyper cérébral, hyper dans le contrôle. Donc, la carapace va être épaisse, Ouais. la résistance va être forte, et ça va être compliqué. Ouais. Ça risque d'être long. Du coup, Ça risque on est d'être plus long. à 10 Ouais. séances que... Ouais. Et puis quelqu'un qui va peut-être beaucoup résister, beaucoup... Peut-être que cette personne-là, dans ce cas-là, elle n'est pas prête à entamer une thérapie. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Je vois parfois des gens qui arrivent avec toute une sacoche avec plein de papiers dedans, qui me disent j'ai pris tout mon dossier. Dossier de quoi? Quand il y a des séparations, dans le versant médiation de mon activité. D'accord. Ok. Et là, je sais que ça va être compliqué. Ouais. Je dis, laissez votre dossier, on va parler d'autre chose. Ouais. Bon. Ok. Et à aucun moment vous ouvrez le dossier du coup? Non, Non, pas besoin. non, pas besoin. Eux, ils pensent que la base du travail va partir du dossier, mais pas du tout. Non. Ok. Super. Qu'est-ce qui continue à te donner de l'élan dans ton métier, Aline? L'envie, L'envie. la découverte. L'envie de quoi? L'envie de rencontrer des gens différents déjà, donc des situations différentes, des histoires différentes, et d'apporter
de l'apaisement, apporter de la compréhension de l'un et de l'autre, apporter du mieux-être dans leur vie, dans leurs relations. C'est assez ambitieux dit comme ça. Non, mais c'est très bien. Mais c'est vraiment ça, en fait. D'accord. Aider les couples Oui. à prendre soin d'eux. Oui. C'est un peu le même objectif que moi, finalement. Mais exactement, c'est une autre façon de faire, et bien sûr. Et je pense que les couples qui viennent chez toi viendront peut-être un peu moins chez moi, en fait. Ah, tu penses ça. Ou qui écoutent le podcast. Ou qui écoutent le podcast, oui. Parce que le manque de prendre du temps à deux, il est quand même très fort. Alors moi, c'est un constat incroyable que je fais, qu'on a fait avant d'ouvrir Double Jeu, et du coup, ce qui nous a poussé à créer Double Jeu, qui nous pousse aujourd'hui à créer et à poursuivre le Labo des couples. Je cherche toujours plus d'intervenants intéressants pour aller en ce sens, aider les couples à prendre soin d'eux. Et c'est vrai qu'on voit autour de nous que les couples s'oublient bien trop souvent. Ah oui. Et d'autant plus quand il y a des enfants. Alors là, c'est plus des couples. C'est le point que je voulais aborder peut-être avant qu'on se quitte. Mais c'est ça, c'est que l'arrivée d'un enfant est une chose merveilleuse. Oui. Mais c'est un immense bouleversement. Oui. Et je trouve que les couples ne sont pas suffisamment accompagnés pour traverser cette période-là. Oui. Parce que ça nécessite beaucoup de remise en question, beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements physiologiques et psychiques. Parce que tout d'un coup, on n'est plus Paul et Julie, tout amoureux, tout bien, mais on est aussi papa-maman avec le corps qui a changé, avec les émotions qui ne sont plus les mêmes, avec les hormones qui sont toutes chamboulées, avec des représentations. C'est différent de regarder Paul en tant que Paul, beau garçon sympathique, et puis de se dire c'est le père de mon enfant. Comment le père de mon enfant doit se comporter, qu'est-ce que j'attends de lui. Et la même chose du côté de Paul pour Julie, en fait. Est-ce que tu penses que entamer, ou en tout cas consulter, sans forcément entamer de thérapie à proprement parler, consulter peut-être une fois avant la venue de l'enfant ou juste après l'arrivée de l'enfant pourrait être bénéfique pour ces couples-là? Totalement. Enfin, pour tous les couples, du coup. Totalement. Totalement. Ah oui. Ne pas attendre que ça aille mal. Ne pas attendre que ça aille mal, ne pas attendre qu'il y ait des dysfonctionnements qui apparaissent, des déceptions, des frustrations, des incompréhensions. Parce que les deux individus changent énormément dans ces moments-là. D'accord. Et on n'est pas forcément préparé. Les attentes changent aussi. Enfin, pour une femme, les attentes ne sont pas les mêmes. Et puis les priorités sont aussi rediscutées. Est-ce que si la priorité était le partenaire dans la vie, est-ce que le bébé va prendre au moins pendant un certain temps le premier rang, ce qui est normal. Comment le père va prendre cette nouvelle situation? Comment il va s'insérer, lui, dans tout ça? Lui qui se sentait avant le prioritaire. Ça, bien sûr que ça a des répercussions. Et puis la vie ne va plus être la même. Les soirées avec les copains, les vacances. Tout est différent, tout est bouleversé. Tout est bouleversé, tout est remis en question, tout est réinterrogé. Et je trouve que la représentation de la paternité-maternité est toujours un peu idyllique. Je trouve qu'on voit beaucoup les baby bumps sur les photos, c'est très joli. Mais il y a un après. Il y a un après, oui, complètement. Il y a un avant et un après, voilà, en fait. C'est ça. Mais qu'on enjolive beaucoup, mais que sans vouloir noircir une situation, c'est pas du tout ça. Mais c'est dire qu'il y a une réalité dont on parle peu, auxquelles sont confrontés les jeunes parents. Ils ne s'y attendent pas à ça. Ils sont assez chamboulés, ils sont bien souvent assez isolés. Les familles ne sont pas forcément autour de chez eux, ils n'ont pas forcément une mamie qui est là, qui va pouvoir les soulager un petit peu, ou les rassurer. Et moi j'ai beaucoup de couples, là par contre ce style de couple, j'en ai pas mal, qui me disent mais nous on est tout seuls en fait. Donc il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. Et ça c'est dur. D'accord. Et d'accord, donc tu en as eu ou tu en as des couples qui viennent te voir
justement, soit avant la naissance, soit dans les premiers mois qui suivent la naissance, juste pour voir si tu peux leur apporter des conseils. Non, il n'y en a pas. Non. Tu aimerais qu'il y en ait plus? Oui, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait plus. Oui. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Ça aiderait. Ça anticiperait. Oui, ça aiderait, ça accompagnerait. Oui. Oui. Ok. Oui. Si tu avais un seul message, et c'est ma dernière question, à transmettre aux couples qui écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait, si vous êtes heureux dans votre couple, prenez-en soin parce que c'est votre trésor. Oui, c'est beau. Ouais. C'est très très beau. C'est de toi? C'est de moi. Et si vous n'êtes pas heureux ou pas assez heureux, en fait, mettez-vous à l'action pour que ça change. Parce que ça vous appartient. D'accord. Super, c'est beau. Alors, Aline, on rappelle ton nom, c'est Aline Di Meglio. Tu fais des séances en visio, tu disais tout à l'heure, donc tu peux recevoir n'importe qui de toute la France, sans problème. Oui, et même de l'étranger. Et même de l'étranger, c'est super. Comment les couples peuvent te contacter ou peuvent-ils te trouver? Alors, ils peuvent me trouver tout simplement en tapant mon nom. Tu as un site internet? J'ai un site internet. Tu as des réseaux sociaux? Exactement. Donc c'est Facebook, Instagram, Insta, LinkedIn, Ok. et un site internet. Super, je vais mettre ton nom en descriptif du podcast et tout le monde pourra te retrouver. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toi Amélie. Je te remercie, à très bientôt. À bientôt. Merci Aline pour ta parole vraie, pour ta façon d'ouvrir les coulisses de ton métier sans détour, mais toujours avec bienveillance. Tu nous as rappelé que derrière chaque crise, il y a souvent un besoin de reconnaissance, de vérité, parfois de réparation, ou simplement d'une fin toute douce. Et si tu nous écoutes encore, toi qui es de l'autre côté, je te remercie aussi. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines situations, dans certaines blessures. Peut-être que tu te demandes si tout est encore possible ou si tu n'es pas déjà allé trop loin. Tu n'es pas seul, ne garde pas tout pour toi et surtout, rien n'est figé. Comme à chaque épisode, je te laisse un petit challenge tout doux à tester à 2 cette semaine. Prends 10 minutes, sans écran, sans distraction, et pose cette question à ton partenaire. Qu'est-ce que tu ressens là, en ce moment, pour de vrai? Et écoute, juste écoute, sans répondre, sans corriger, sans interagir. Tu verras, parfois une simple écoute peut ouvrir un vrai monde. Et si tu veux aller plus loin dans cette dynamique à 2, tu peux retrouver nos carnets de couple, nos jeux de discussion, nos kits de massage et autres pépites créés avec amour sur doublejeu.com. Continue à partager notre podcast Le Labo des couples, continue à partager nos pages sur les réseaux sociaux, Double Jeu et Le Labo des couples. Merci d'avoir été là. Prends soin de ton couple, de ta complicité et de ta vérité.